mais je me retiens. Voyons voir. Il faut d'abord remarquer que Montaigne ne dit pas ce qu'il semble dire quand on le lit vite. Il ne dit pas qu'il faut quitter la voie, V-O-I-E, commune, pour prendre la voie, V-O-I-E, de la raison. Il dit qu'il faut quitter la voie, V-O-I-X, commune, pour suivre la voie, V-O-I-E, de la raison. Car la pensée commune, ce qu'il appelle les opinions vulgaires, la pensée les opinions de Monsieur Tout-le-Monde, c'est d'abord une voie. Qu'est-ce que ça veut dire? Montaigne s'explique dans l'incise de la première phrase. Les Grecs appelaient barbares ce qui leur était étranger, ce qui ne leur était pas familier, soit ce qui n'était pas de leur famille. Cela veut dire que les Grecs avaient inscrit dans leur langue la distinction entre les Grecs, ceux qui parlaient grec, et donc leur paraissait raisonnable, ils parlent comme nous, ils doivent être raisonnables, et les barbares, ceux qui ne faisaient que des bruits incompréhensibles comme barbare, et donc des gens qui leur paraissaient à peine humains. De ce fait, ils transmettaient par leur langue maternelle une idée, un préjugé, si vous voulez, une opinion sans aucun doute. Cette opinion était celle de la voix, V-O-I-X, commune, c'est qu'ils avaient en commun du fait de parler grec. Or, l'exemple que donne Montaigne est celle d'un général grec, nommé Pyrrhus, qui utilise la voix grecque pour la quitter et suivre la voix, cette fois il faut épeler le mot V-O-I-E, de la raison. Ce changement de mot, de voix, V-O-I-X, à voix, V-O-I-E, est nécessaire pour indiquer que la raison est, pour ainsi dire, un processus, un chemin sur lequel on avance, une procédure qui comporte un avant et un après l'après. Être raisonnable, c'est aller d'une idée à une autre, et d'abord d'aller d'une observation à une autre et à une autre encore, pour arriver à une idée. Voyez-vous? Et surtout, voyez-vous comment ces deux remarques sont inscrites dans les mots et le jeu de mots de Montaigne? Pour comprendre tout cela, et d'abord pour pouvoir dire tout cela en peu de mots, il faut séjourner auprès des mots, soit philosopher. Je séjourne encore un peu de temps, et je remonte à la première phrase pour noter que Montaigne dit que Pyrrhus a d'abord observé le réel qu'il avait devant lui, soit l'armée romaine qui l'attaquait. Or, il faut voir que le mot qu'il emploie pour parler de cette observation est le verbe « voir ». En somme, pour que je quitte la voie commune et que je suive la voie de la raison, il faut que je voie. Et si vous me permettez d'ajouter aux observations de mon ami Montaigne, c'est quand on voit, et surtout quand on s'arrête sur ce qu'on voit pour voir ce qu'on voit, c'est alors qu'on peut quitter la voie de l'opinion et entendre la voix de la raison. J'arrête de séjourner auprès des mots voix, voix et voix pour séjourner auprès d'autres mots encore. Mais pas avant de signaler que la seconde phrase, regardez la seconde phrase. La seconde phrase que j'ai citée commence par le mot « voilà ». Quand Montaigne tire une conclusion à partir de l'exemple du grec Pyrrhus, il emploie une variante du verbe « voir ». Voilà. Je passe à un autre sujet et à un autre texte de Montaigne. Quand on écoute la voix commune de l'opinion, on entend toujours une explication au sujet des choses. Expliquer les choses, c'est donner leur cause. Et les opinions sur les choses sont toujours des discours qui présentent les causes des choses, soit les responsables, voire les coupables derrière les événements. Ainsi, la pauvreté est un mal parce que le 1%, dit-on, s'en sert pour maltraiter le 99%. La cause du mal, c'est eux autres, le sale 1%. Voici un autre texte de Montaigne tiré du début de son essai intitulé « Des boiteux ». Vous trouvez, c'est la 5e citation. « Je rêvassais tout à l'heure, comme je fais souvent,
sur ce fait que la raison humaine est un instrument libre et vague. Je vois d'ordinaire que devant les faits qu'on leur propose, les hommes s'amusent plus volontiers à en chercher la raison qu'à en chercher la vérité. Ils laissent là les choses et s'amusent à traiter des causes. Plaisant causeur. La connaissance des causes appartient seulement à celui qui a la conduite des choses, et non pas à nous qui n'en avons que l'effet, à nous qui en avons l'expérience tout à fait pleine, selon notre nature, sans en pénétrer l'origine et l'essence. Pour comprendre ce que l'auteur raconte, il faut savoir d'abord qu'il lit et parle le latin, et qu'il lit et parle italien, en plus d'être un des plus grands écrivains de la langue française. Le mot français « chose » se dit en italien « cosa ». Et les deux mots, « chose » en français, « cosa » en italien, remontent au mot latin « causa ». Ce qui veut dire que, d'une façon ou d'une autre, quand un francophone, Montaigne, moi, vous, quand un francophone dit « chose », il pense « cause ». Une chose, c'est une affaire qui cause. Or, que dit Montaigne? Il dit ceci: les êtres humains s'imaginent qu'ils comprennent les causes des choses, alors qu'au fond, ils connaissent, et avec peine, les choses elles-mêmes qui causent leur expérience. Ce que les humains connaissent à peu près bien, ce sont les choses en autant qu'elles sont les causes de certains effets sur eux. Le froid cause le désagrément. La lumière réjouit. Trop de lumière cause l'aveuglement, et ainsi de suite. Mais ce savoir sûr est, semble-t-il, bien peu prestigieux, parce que tout un chacun en est capable, du moins en principe. Et donc, ce savoir est peu satisfaisant par la bête de pouvoir qui est tapie en chacun de nous. Pour le dire autrement, au-delà des choses en tant que cause des impressions, les êtres humains tombent dans l'ignorance. Mais ils s'en sauvent en prétendant savoir plus qu'ils ne savent de fait. Ce faisant, ils ne quittent pas l'ignorance, mais ils ne font que gagner le mensonge à soi. Car quand on y pense, on se rend vite compte, comme Montaigne le signale, que les humains ne s'arrêtent pas sur le terrain de l'ignorance, au contraire. On ne compte pas le nombre de gens qui annoncent à tout venant qu'ils savent ce que Dieu, la cause de tout, ou ce que l'histoire, le lieu de toutes les causes humaines, ou ce que la nature, la mère de tous les phénomènes physiques. Ils savent donc ce que les causes veulent, ou ont décidé, ou feront. Au fond, ces gens parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. Et ceux qui les écoutent, leurs disciples, leurs partisans, parlent à leur tour de ce qu'ils connaissent encore moins. Tout le monde en parle, comme dit le titre d'une émission populaire. Mais personne ne sait vraiment ce dont il parle, ce que le titre de l'émission cache avec soin. Plus exactement, et pour employer un mot qui existait déjà du temps de Montaigne, tout le monde en cause. Les humains aiment causer des causes des choses, alors qu'ils ne savent pas grand-chose. Au fond, comme ils ne connaissent pas vraiment les causes des choses, ce sont leurs paroles qui produisent, qui causent les causes. Donc, en causant, les humains causent les causes. Comme dit Montaigne, cela fait une foule de plaisants causeurs. Vous regardez dans le texte, c'est ce qu'il dit, plaisants causeurs. Ici, plaisant veut dire ridicule. Sauf exception, les humains sont plaisants, soit ridicules, causeurs. Je vous suggère que pour cesser d'être un plaisant causeur, il faudrait philosopher. Mais, pourrait-on protester, ne faut-il pas essayer de connaître les causes des choses? Je vais au cégep, je vais apprendre des affaires. Sans doute, suggère Montaigne. Mais il faut d'abord saisir les choses en autant qu'elles sont les causes des impressions premières. Et peut-on ajouter, c'est là le sens premier de ses essais. Dans son livre, il s'agit pour Montaigne de décrire les choses de la vie. Mettons la colère, l'amour, l'amitié, telles qu'elles se manifestent dans l'expérience première. Seulement après avoir fait la présentation phénoménologique des choses, peut-on espérer saisir les causes ou en faire l'essai. Et par ce mot, je passe à une autre considération
en séjournant auprès d'un autre mot. Car je parle depuis le début des essais de Michel de Montaigne. Il est temps maintenant d'indiquer que si on séjourne auprès du mot « essai », on comprend que Montaigne fait réfléchir dès le titre de son livre. Montaigne est l'inventeur du mot « essai » et de la chose que nomme son mot. Si les Français ont des essais, si les Italiens ont des saggi, si les Anglais ont des essays, et ainsi de suite pour toutes les langues de l'Europe et probablement pour toutes les langues du monde, si les Français ont des essais, c'est parce que Montaigne a inventé le mot « essai ». Ou plutôt parce qu'il a appliqué le vieux verbe « essayer » à son livre et à son activité. Qu'est-ce que c'est qu'essayer? On essaie quand on tente quelque chose. Et c'est le sens premier de la chose que nomme Montaigne. Il ne propose pas de traiter des explications définitives, des preuves qui, comme au sujet du réchauffement de la planète, dit-on, ne souffrent aucune discussion. Il propose des remarques tentatives qui invitent à être remises en question. Mais il y a plus. Pour remettre en question, il faut penser pour soi. Il faut exercer sa raison. Or, le mot « essayer » signifie aussi « exercer ». Ainsi, les essais de Montaigne sont les traces par écrit de ces exercices de réflexion. Exercices qui invitent de la part du lecteur ses propres exercices de réflexion sur le monde qui l'entoure. Et on arrive ainsi à un dernier sens du mot « essayer ». Autrefois, essayer était l'action d'un essayeur, soit de quelqu'un qui évaluait les choses qu'on lui proposait pour établir combien d'or, par exemple, s'y trouvait. Et donc, essayer, c'est évaluer les choses. Et les essais de Montaigne sont les rapports de ces évaluations des choses du monde. Non pas des comptes rendus des causes des choses, mais des évaluations des choses telles qu'elles apparaissent d'emblée. Et voilà ce que contient les essais de Montaigne. Il me semble que tout cela n'est rien de plus, mais rien de moins que la philosophie. Si vous y repensez un peu, vous verrez que mes remarques sur les jeux de mots de Montaigne pointent toujours vers la même réalité et donc qu'ils sont ma vengeance en autant que je peux me venger. Je vais quitter mes préoccupations de vengeance et en même temps le livre de Montaigne pour aller vers un autre auteur dans le but de parler de ce qui me semble être la vérité philosophique première. Je la trouve dans le discours de la servitude volontaire. On pourrait croire qu'en faisant ici, je suis infidèle à l'auteur des essais. Mais ce n'est pas le cas, car l'auteur que Montaigne admire le plus est Étienne de la Boétie, son ami. Et le discours de la servitude volontaire est un essai qui a servi de modèle pour les essais qu'il a tenté d'écrire par la suite. Or, et pour aller tout de suite à l'essentiel, dans cet essai magnifique, la Boétie aborde la question de la nature humaine et voici comment il s'exprime. Ça fait... ouais. On va aller un peu plus vite. Bon, je vais le lire quand même. Premièrement, il est, je crois, hors de doute que si nous vivions avec les droits que la nature nous a donnés et selon les enseignements qu'elle nous dispense, nous serions naturellement obéissants à nos parents, sujets de la raison et serfs de personne. Tous les hommes sont témoins individuellement de l'obéissance que chacun porte à ses pères et mères par le seul avertissement de sa nature. Quant à savoir si la raison naît avec nous ou non, question débattue à fond par les académiciens et touchée par toutes les écoles des philosophes, pour le moment, je ne penserai pas manquer de justesse en disant qu'il y a en notre âme une semence naturelle de raison qui, entretenue par le bon conseil et la coutume, fleurit en vertu, ou au contraire, ne pouvant résister aux vices qui sont survenus, souvent avorte étouffée. Mais certes, s'il y a quelque chose de clair et d'apparent dans la nature, et où il ne soit pas permis de faire l'aveugle, c'est que la nature, la ministre de Dieu, la gouvernante des hommes, nous a tous fait de même forme, et nous a tous fabriqués, comme il semble, au même moule, pour nous entreconnaître tous comme compagnons, ou plutôt comme frères. Et si en faisant le partage des biens naturels, elle a accordé un avantage corporel ou spirituel aux uns plus qu'aux autres,
Pourtant, elle n'a pas voulu nous mettre en ce monde comme dans un champ clos. Elle n'a pas envoyé ici-bas les plus forts et les plus avisés comme des brigands armés dans une forêt pour y gourmer les plus faibles. Il faut croire plutôt qu'en accordant ainsi des parts plus grandes aux uns et plus petites aux autres, elle voulait faire une place pour l'affection fraternelle, afin que celle-ci ait l'occasion de s'exercer, puisque les uns ont le pouvoir de donner de l'aide et les autres le besoin d'en recevoir. Donc, puisque cette bonne mère nous a donné à tous toute la terre pour demeure, nous a tous logés en quelque sorte dans une même maison, nous a tous dessinés à partir du même patron, afin que chacun puisse se mirer et presque se reconnaître dans l'autre. Si elle nous a donné à tous ce grand présent de la voix et de la parole pour nous fréquenter et fraterniser davantage et pour réaliser la communion de nos volontés par la communication et l'échange de nos pensées, et si elle a tâché par tous les moyens de serrer et d'étreindre si fort le nœud de notre alliance et de notre vie en société, si elle a montré en toutes choses la volonté de nous faire tous un, plutôt que tous unis, il ne faut pas douter alors que nous soyons tous naturellement libres, puisque nous sommes compagnons, et que personne ne puisse penser que la nature ait mis quelqu'un en servitude, puisqu'elle nous a tous mis en compagnie. La dernière phrase, pour ainsi dire interminable, de la Boétie est un parfait exemple de ce que j'appellerais la révélation philosophique. Je dis bien révélation parce que les Grecs l'ont enseigné. La vérité est d'abord et avant tout une découverte, soit le fait d'enlever ce qui est couvert, d'enlever le couvert de ce qui est couvert. C'est un dévoilement de ce qui est déjà là. C'est la vue de ce qui est visible en soi, mais invisible parce qu'il est caché. Voir la vérité, ce n'est pas l'inventer. C'est bêtement voir ce qui était devant soi. Mais le voir vraiment, le voir en vérité, le voir découvert. En un sens, la vérité est toujours le résultat d'un striptease. La citation est longue que je vous ai donnée, est longue, mais je tenais à ce que vous entendiez au moins une fois quelque chose de profond durant ma conférence. L'affirmation de la Boétie, je tiens à la signaler, est paradoxale. Il prétend que selon deux des caractéristiques de l'être humain est fait pour être soumis, ou bien à ceux qui lui ont donné la vie, ou bien à la raison. Mais selon la troisième, et celle dont il traite le plus longuement, il est fait pour être libre. Comment peut-on être soumis et libre en même temps? Cela tient à la complexité de la nature, à la pile et à la face de cette pièce de monnaie qu'est chacun de nous. Mais je m'arrête plutôt sur un passage qui me semble beau et mystérieux, la dernière partie de la dernière phrase. Je la répète d'abord. Si elle, la nature, a montré en toute chose la volonté de nous faire tous un, plutôt que tous unis, il ne faut pas douter alors que nous soyons tous naturellement libres. Le mot crucial est le mot « un ». Et remarquez, le mot « un » a un « s » à la fin. Et cela est d'autant plus bizarre que la Boétie oppose être un à être uni. Comment se fait-il que les êtres humains ne sont pas faits pour être unis, mais pour être un? Et qu'est-ce que c'est que être un avec un S? Je le redirai en essayant d'éclairer ce que le contexte rend clair quand on se donne le temps de séjourner auprès des mots. Les humains sont unis. Vous et moi, nous sommes unis. Ils sont unis par leur langue, par leurs opinions, par leur société. De plus, ils sont unis par le monde dans lequel ils vivent, qui leur est commun, par leur nature, qui fait qu'ils sont tous assez semblables quant à l'essentiel les uns aux autres. Il y a des différences, il y a des inégalités, mais quant à l'essentiel, ils sont semblables. Cela est incontournable. Mais les êtres humains sont faits pour être un, c'est-à-dire des individus autonomes. Un et un et un et un. Des êtres qui tiennent compte de ce qu'ils ont reçu de leur père et mère et de la mère nature, mais qui la reprennent, qui en font leur propriété personnelle. Dans ce processus, non pas de liberté, mais de libération, car c'en est un, ils ont besoin des autres comme eux, avec lesquels ils peuvent parler de leurs expériences diverses
et pourtant semblables. C'est ce que la Boétie appelle l'entreconnaissance. L'entreconnaissance est le processus par lequel les êtres humains deviennent des individus, des uns. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, il ne me reste plus qu'une chose à ajouter. Le processus de l'entreconnaissance porte un autre nom. Ce nom, c'est éducation. Et l'éducation, une des parties essentielles de l'éducation, s'appelle philosophie. Pour revenir à ce que je vous disais au début, et pour devenir un être plus complet, un être humain libre, il faut avoir pelleté des nuages. Ou encore, il faut avoir joué avec les mots. Voilà.